Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on s'attaque au chapitre intitulé Indépendance et construction de nouveaux États. Pour le dire autrement, ce chapitre nous invite à traiter du processus de décolonisation entamé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme d'habitude, il faut, dans le cadre d'un développement construit, rédiger une petite introduction. Et dans cette introduction, j'ai décidé de définir deux notions, colonie et indépendance. Une colonie, c'est un territoire conquis, occupé et exploité par une puissance étrangère. Indépendance signifie, pour un État, devenir totalement souverain, c'est-à-dire que vous n'êtes plus soumis à une puissance et que c'est vous qui prenez les décisions. Alors, pour ce développement construit, je vous propose une petite problématique simple qui est comment les colonies sont-elles devenues indépendantes, ainsi qu'un plan en trois parties avec un grand 1 le contexte des décolonisations, grand 2 l'exemple de l'Algérie et enfin grand 3 le mouvement des non-alignés. Alors comme vous pouvez le voir, le plan est déséquilibré, c'est-à-dire que le grand 1 et le grand 2 sont beaucoup plus longs que le grand 3. Ne vous inquiétez pas, on ne vous le reprochera pas, c'est forcément lié en fait au programme d'histoire. Alors, dans une première partie, vous devez expliquer pourquoi le processus de décolonisation débute en 1945 et pas avant. Bref, il faut revenir sur le contexte mondial de l'époque. En 1945, des pays européens possèdent encore dans le monde de très nombreuses colonies. Comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est le cas de la France qui apparaît en bleu, qui possède des colonies en Afrique et en Asie, comme par exemple avec l'Indochine, mais aussi du Royaume-Uni qui apparaît en rouge ou de la Belgique qui apparaît en jaune. Or, à partir de 1945, les pays colonisés vont peu à peu réclamer le départ de ces puissances et réclamer leur indépendance. Alors pourquoi à partir de 1945 et pas avant? Trois principales raisons. D'abord, les puissances européennes sont détruites par la Seconde Guerre mondiale. Elles sont ruinées économiquement, en doute politiquement et détruites matériellement. C'est le cas par exemple de la France qui a été défaite en 1940, qui a vécu l'occupation nazie et qui doit rétablir la République après avoir vécu le régime de Vichy. Alors quoi de mieux pour s'opposer à une puissance que d'attendre le moment où elle est la plus faible? Ensuite, en 1945, les deux puissances mondiales de l'époque sont les États-Unis et l'URSS. Ces deux puissances sont opposées à la colonisation et s'affrontent dans le cadre de la guerre froide qui débute en 1947. Les États-Unis refusent la colonisation car c'est une ancienne colonie et l'URSS parce qu'elle prétend défendre via le communisme les peuples opprimés. Ces deux puissances expriment cette opposition dans leur doctrine de 1947 avec la doctrine Truman qui est la doctrine des États-Unis et la doctrine Jdanov qui est celle de l'URSS. Alors je vous ai isolé les deux extraits dans lesquels elles prétendent défendre les peuples opprimés. C'est deux doctrines que vous devez connaître. Donc les peuples qui sont colonisés peuvent chercher chez les deux grands de l'aide pour mener à bien leur décolonisation. Enfin, en 1945 est créée l'ONU. Et dans la charte de l'ONU, il est écrit que les peuples ont un temps droit, celui de disposer d'eux-mêmes. Autrement dit, les peuples peuvent décider de leur sort. Et donc s'ils veulent se décoloniser, devenir indépendants, ils le peuvent. Ce sont donc ces trois raisons qui vont accélérer le processus de décolonisation. Pour devenir indépendant, vous avez deux possibilités. La première, c'est que la puissance qui vous exploite accepte de vous donner votre indépendance. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni qui accepte l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947. Deuxième possibilité, la puissance refuse de vous donner l'indépendance. Démarre alors une guerre. C'est le cas par exemple de l'Algérie et c'est l'exemple que je vais développer. L'Algérie est une colonie française depuis 1830. C'est la colonie la plus importante de la France. La preuve, c'est que si on enlève les territoires du sud, qui correspondent en fait au Sahara, les territoires qui sont, eux, densément peuplés, qui sont au nord du pays, sont divisés en trois départements, et trois départements français. Tout commence en 1945, alors que les Algériens et les Européens d'Algérie sont dans la rue pour fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des Algériens qui veulent l'indépendance de l'Algérie, qu'on appelle donc des indépendantistes, en profitent pour manifester dans les rues. Ces manifestations dégénèrent sur des massacres par l'armée française qui tue plusieurs centaines, voire milliers d'Algériens. Les chiffres sont très controversés, mais de manière générale, ces massacres participent à la volonté de voir chez les Algériens les Français partir. Par ailleurs, en Algérie,
on trouve deux types de populations. Des Algériens, sur la colonne de droite, qui représentent environ 9 millions de population, et enfin des Européens, pardon, qu'on appelle aussi des pieds noirs, qui sont venus en Algérie à partir de 1830 et qui sont donc ici depuis plus d'un siècle. Ils sont estimés à 1 million. Ces Algériens et ces Européens vivent très bien ensemble, mais il y a de grandes inégalités entre eux. Si vous regardez la dernière ligne du tableau, qui montre que 100% des enfants européens sont scolarisés dans la primaire. Donc autrement dit, tout le monde va à l'école. Ce qui n'est pas du tout le cas des Algériens. Seulement 20% des enfants algériens sont scolarisés dans le primaire. Si vous prenez la ligne du dessus, les postes de cadres sont occupés à 93% par les Européens, alors qu'on l'a vu, ils sont minoritaires. Donc les Algériens, face à ces inégalités, sont mécontents, et pour toutes ces raisons, massacre plus inégalité, des Algériens vont se rassembler dans des groupes pour réclamer leur indépendance. Le groupe le plus important, le plus connu, c'est le FLN, le Front de Libération Nationale. Au départ, ils ne sont pas très nombreux, ils ne sont qu'un demi-millier. La guerre d'Algérie débute le 1er novembre 1954. Le FLN organise des attentats sur le territoire algérien contre des militaires français ou des bâtiments appartenant à l'État, comme les écoles. En tout, une trentaine d'attentats sont organisés sur tout le territoire. Cet événement est appelé Toussaint Rouge, et c'est le début officiel de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. En revanche, il est hors de question de parler de guerre pour la France. On fait une guerre contre une puissance étrangère, et pour l'État français, l'Algérie, c'est la France. On ne peut pas faire de guerre contre son propre pays. Il ne s'agit donc pour les Français que d'un rappel à l'ordre, d'un événement, d'une mission de maintien de l'ordre. D'ailleurs, ils envoient les CRS. Mais face aux attentats de plus en plus nombreux, l'État français est obligé d'appeler l'armée française, composée de soldats de métier, mais aussi de jeunes Français mobilisés, et ça c'est important. Donc si vous avez bien compris, les deux grands acteurs de la guerre sont d'un côté le FLN et les autres groupes indépendantistes qui réclament le départ de la France pour que l'Algérie soit indépendante, et en face se trouve l'État français qui rejette cette demande. Pour lui, l'Algérie, c'est la France. Au milieu de ces deux acteurs, il y a aussi les Européens, arrivés en Algérie à partir de 1830, qu'on appelle les Pieds Noirs. Ils vivent cette guerre comme une grande violence. Ces Européens sont nés ici, ils ont fait toute leur vie ici, l'Algérie c'est leur maison, mais pour les Algériens, ces Européens en fait sont des colons. Ils savent donc, les Pieds Noirs, qu'en cas d'indépendance, ils vont devoir partir. Or, pour eux, partir en métropole, en France, c'est partir ailleurs, partir à l'étranger. Ils font donc tout pour s'opposer à l'indépendance de l'Algérie. Dernier acteur important, ce sont les Harkis. Ce sont des Algériens qui combattent pour la France. Ces Algériens, pour de très nombreuses raisons, refusent l'indépendance de l'Algérie et souhaitent qu'elle reste française. Alors, certains le font par exemple parce qu'ils ont une affection particulière pour la France, d'autres le font parce qu'ils veulent respecter l'ordre, et l'ordre, en 1954, c'est la France qui l'exerce. D'autres le font par opportunisme, par vengeance envers le FLN, et enfin d'autres le font parce que la France exerce aussi des pressions sur certains Algériens. Bref, ces harkis, pour des raisons très différentes, s'opposent à l'indépendance de l'Algérie. Cette guerre, elle est très violente. Le FLN agit principalement par attentat. La France réalise des arrestations massives, pratique des tortures qu'elle a très longtemps cachées et tue abondamment. C'est une victoire militaire de la France dès le début, mais elle a de grandes difficultés à contrôler le territoire. Les indépendantistes, comme le FLN, se cachent, réussissent à convaincre de nouveaux membres. La guerre dure, et en 1958, la guerre est critiquée par une opinion publique de plus en plus importante. La 4ème République est un échec, et le général de Gaulle revient aux commandes de la France et instaure la 5ème République. Au début de l'année 1960, de Gaulle comprend qu'il doit peu à peu trouver des accords avec les Algériens car beaucoup de Français en ont marre, ça dure depuis trop longtemps. Et en 1962, l'État français et des membres du FLN se retrouvent en France, à Évian. Ils signent ce que l'on appelle les accords d'Évian. C'est la fin officielle de la guerre, même si elle durera un peu plus longtemps que prévu. L'Algérie accède à l'indépendance, les Pieds Noirs
sont obligés de quitter l'Algérie, et c'est un déchirement total pour eux puisqu'ils doivent tout laisser, leur maison, leurs meubles et leurs souvenirs. Certains harkis réussissent à partir et sont installés dans des camps en France, mais nombreux, faute de solution, restent en Algérie et sont massacrés car jugés comme des traîtres. On estime qu'il y a eu environ 15 000 à 30 000 harkis massacrés. La guerre, qui a duré presque 8 ans, a été très violente. Il y aurait eu environ 500 000 morts. Donc voilà, vous avez un exemple de décolonisation violente, mais ça ne se pose pas toujours comme ça. Alors que faire après avoir obtenu son indépendance? Je vous rappelle qu'à partir de 1947 et jusqu'en 1991, il y a la guerre froide dans laquelle deux puissances dominent le monde, l'URSS et les États-Unis. Chacune de ces puissances a un camp composé de divers pays qui les soutient. Les pays nouvellement décolonisés décident de se réunir à Bandung, donc c'est en Indonésie, en 1955, puis à Belgrade, qui est en Yougoslavie, aujourd'hui ce pays n'existe plus, c'est la Serbie, en 1961. Lors de ces deux événements, les nouveaux pays décident, pour s'affirmer, de n'entrer dans aucun des deux blocs. C'est ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés. Ils décident de s'aligner ni sur les États-Unis, ni sur l'URSS pour montrer leur indépendance. On appelle ça aussi le tiers-monde. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire une petite conclusion, je vous lis la mienne. À partir de 1945, de nombreuses colonies réclament leur indépendance, profitant du contexte international. Les puissances coloniales acceptent parfois ces revendications, comme le Royaume-Uni qui négocie l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947. Dans d'autres cas, les puissances refusent. Ces refus débouchent sur des guerres d'indépendance comme en Algérie, 1954-1962.